Ma fille est née en 2011 et c'était mon premier enfant. J'étais en couple avec son papa et sans dire qu'on était entouré d'enfants, on avait plusieurs amis proches qui en avaient déjà et notre voisinage vivait un petit boom de naissance. C'était facile de se faire un réseau et d'échanger avec d'autres parents avant même de tenir notre bébé dans nos bras. Sauf que l'accouchement, ou plutôt l'après-accouchement, a représenté une scission. Pas une scission au sens de scalpel ou de césarienne, mais il y a eu un coup de couteau au sens figuré qui a marqué notre histoire et qui nous a séparés des autres parents, de notre entourage, mais aussi de notre couple et de tout ce qu'on avait pu imaginer de ce qu'allait être la vie avec notre bébé, du moins pour un temps. On a remarqué une toute petite différence dans l'entrejambe, mais on doutait. À quoi ça ressemble exactement des organes génitaux de petite fille naissante? Étonnamment, c'est l'infirmière qui nous était attitrée qui nous a dit la première qu'il y avait un problème. On devait changer d'hôpital, faire des tests, plusieurs, puis attendre ensuite les résultats. Le médecin qui a signé notre congé a évoqué vaguement un risque de maladie chronique, un diagnostic rare, mais il semblait pas inquiet outre mesure. On s'est retrouvés seuls dans notre appartement avec cette petite inconnue déjà tellement attachante, mais dont l'arrivée nous ébranlait et nous faisait remettre en doute nos compétences. On se posait beaucoup de questions. Comment savoir quand on n'a pas de repères, pas de schéma de référence, ni d'expérience? C'était confirmé. Hyperplasie congénitale des surrénales. J'ai appris que c'était une forme d'intersexuation. Le diagnostic, bien que rare, était posé. Comment faire face à tout ça quand on est une jeune maman qui s'attendait à allaiter devant la télé et profiter d'un congé de maternité sans vague? Les médecins se montraient rassurants. Elle vivra une vie normale. Mais Internet nous suggérait un autre visage de la maladie, celui plus clinique, plus pathologique. Je me suis lancée dans des lectures médicales. Mon conjoint, pour sa part, évitait d'aborder le sujet. On réagit pas tous pareil devant l'adversité. Je tentais en tout temps de ne pas faire ressentir ma tristesse à mon enfant et de me mettre au deuxième plan. Mais honnêtement, je me sentais dépassée et laissée à moi-même. Durant les premières années, les forums m'ont aidé à échanger des informations avec d'autres parents qui avaient connu des obstacles semblables aux nôtres. J'étais habitée par l'anxiété. J'anticipais le futur de ma fille et j'évaluais tous les cas de figure avec appréhension. Quand ma fille était jeune, j'ai voulu ardemment qu'elle ait une intervention chirurgicale pour la normaliser. En aucun cas, j'ai subi de la pression de l'urologue pour que ma fille subisse une chirurgie correctrice. L'équipe de médecins a jugé que, comme les organes génitaux de ma fille étaient pleinement fonctionnels, la chirurgie aurait surtout été esthétique et qu'elle pouvait attendre l'adolescence au besoin. Je me sentais très seule. Il y avait un clash entre le sourire joufflu de ma fille et la manière dont je me sentais, même si j'avais beaucoup de plaisir à être parent. Comme si je vivais un deuil. J'ai assisté un jour à une conférence qui portait sur les interventions chirurgicales visant à normaliser les organes génitaux des enfants intersexes. Des intervenants avaient parlé de mutilation génitale et sur le coup, j'avais été surprise du terme choisi. Je le trouvais fort et provoquant. J'ai été secouée par leurs témoignages. J'avais jamais imaginé qu'une intervention pouvait être à ce point dommageable et apporter des conséquences dans certains cas irréversibles. Les personnes intersexes présentes semblaient unanimes. Aucune intervention ne devrait avoir lieu sans le consentement de la personne concernée. Après réflexion, j'ai choisi d'offrir à ma fille la liberté de décider. Je crois qu'il est essentiel de bien s'informer avant de procéder à toute intervention et parallèlement que l'information soit davantage accessible aux parents de la manière la plus objective possible afin qu'ils soient en mesure de prendre leurs décisions. Aujourd'hui, je crois fermement qu'il faut accepter la différence. On a le pouvoir de susciter la réflexion et d'ouvrir les esprits sur un monde de possibilités. C'est un travail sur soi aussi bien qu'un travail qu'on doit faire sur notre société. Je suis ouverte à discuter de la condition de ma fille avec elle, mais elle semble pas en ressentir le besoin. On verra à l'adolescence si les choses changent,
mais pour le moment, tout va bien. Je crois que j'ai toujours été plutôt ouverte d'esprit, mais avoir une enfant hors norme m'a permis de l'être davantage. Je me suis beaucoup questionnée durant les dernières années sur nos normes culturelles et sur les biais cognitifs courants que, souvent, on ne repère pas parce que trop bien ancrés dans nos discours, nos manières de faire et nos représentations. Les biais ont une influence sur nos choix parce qu'ils entretiennent des préjugés. L'arrivée de ma fille dans ma vie m'a permis d'évoluer et d'être toujours un peu plus empathique et connectée à la condition humaine. On existe est un programme d'aide et de renseignement spécialisé qui s'adresse à toute personne touchée par les enjeux intersexes. L'approche d'Interligne n'est pas abordée de façon pathologique, mais bien centrée sur les besoins et l'autodétermination des personnes. Interligne veut favoriser le développement d'une vision positive et affirmative des réalités intersexes. La diversité des corps doit être valorisée plutôt que stigmatisée ou corrigée. La méconnaissance des réalités intersexes peut entraîner des dommages importants dans la vie des personnes concernées.